C'était le genre de journée qui commençait avec un ciel couleur eau de vaisselle. Gris, banal, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. J'avais à peine eu le temps de siroter mon deuxième café que Clarissa m'appela du salon. Il faut qu'on parle. Sa voix avait ce ton sec et sérieux, celui qu'elle réservait habituellement aux réunions ou aux contre-interrogatoires au tribunal. Je posai la tasse, m'essuyai les mains sur mon jean et entrai dans le salon comme un homme se dirigeant vers un peloton d'exécution. Clarissa se tenait au fond de la salle, tel un juge, les bras croisés, le regard froid. Jacqueline, sa mère, était perchée au bord du canapé, les lèvres pincées comme si elle venait d'avaler un truc amer. Elle avait cette expression qu'elle réservait aux enterrements et aux mariages ratés. Victor, mon beau-frère, était assis, une jambe croisée sur l'autre, parcourant les réglages de sa montre comme s'il préférait être n'importe où ailleurs. Il avait toujours l'air d'attendre que quelque chose de mieux se produise. Il s'était disposé comme un public, face à moi en un demi-cercle bien net. La pièce semblait plus petite qu'elle n'aurait dû, la lumière de la fenêtre trop crue, accentuant chaque ride de leur visage et chaque défaut des murs. Le silence s'éternisa jusqu'à la rupture. Nous sommes ici, commença Clarissa, chaque mot mesuré et réfléchi, pour parler de votre entreprise en difficulté. Mon cœur battit une fois, un battement profond et résonnant qui me fit comprendre que je m'y attendais d'une certaine manière. Sa façon de parler d'échec comme si elle avait déjà signé le certificat de décès, comme si toute l'œuvre de ma vie pouvait se résumer en un seul mot. Je jetai un coup d'œil autour de moi, cherchant sur leur visage une trace de curiosité, une inquiétude sincère. Mais je ne trouvais que du jugement. Aucun d'eux ne m'avait jamais demandé ce que je construisais. Aucun n'avait frappé à la porte de mon bureau à minuit alors que je déboguais du code ou que je corrigeais un défaut de conception. Ils pensaient simplement que j'étais en difficulté parce que je n'en parlais pas comme ils affichaient leur promotion, leur prime et leur dîner chic. La voix de Clarissa me frappa le cœur. Il est temps que tu cesses de prétendre être ce que tu n'es pas. Son regard ne vacilla pas. Ses lèvres étaient pincées. Son expression était ce mélange de pitié et de dédain que j'avais appris à reconnaître au fil des ans. Avant que je puisse répondre, avant même que je puisse trouver la force de respirer, Belle laissa échapper un gaz qui résonna comme un ballon qui éclate dans une pièce silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle serrait son téléphone comme s'il venait de la brûler, les doigts tremblants. « Pourquoi ton visage figure-t-il sur la liste des 30 moins de 30 ans de Forbes ?» demanda-t-elle d'une voix mêlée d'incrédulité et d'admiration. Elle brandit le téléphone pour que tout le monde le voie, l'écran brillant dans la pièce sombre comme un phare. La pièce se figea. Clarissa resta bouche bée, son masque d'avocate se brisant pour la première fois. Les yeux de Jacqueline s'écarquillèrent, son expression de martyr se transformant en confusion. Même Victor cessa de tripoter sa montre et me fixa comme s'il ne m'avait jamais vraiment vu auparavant. C'était un tableau d'incrédulité, et je me tenais au centre, leur cible privilégiée. Mon premier réflexe fut de rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était la seule chose qui avait du sens à ce moment-là. J'avais passé tant de temps à faire profil bas, à prétendre n'être qu'un mari parmi tant d'autres, un gendre parmi tant d'autres. Mais la vérité les frappait de plein fouet, indéniable et permanente. Je vis le titre de Forbes se refléter sur l'écran de Belle. Les mots étaient suffisamment clairs pour être compris même de l'autre côté de la pièce. Un perturbateur silencieux. Comment un fondateur d'entreprise peu connu a révolutionné la cybersécurité? Mon nom était juste là, à côté d'une photo dont j'ignorais même l'existence. L'article était paru à 7h30. J'avais prévu d'en parler un jour, mais pas comme ça. Le visage de Clarissa pâlit, sa voix soudain cassante. « C'est vrai ?» se demanda-t-elle presque pour elle-même. Ses mains tremblaient tandis qu'elle attrapait le téléphone, son esprit d'avocate cherchant déjà le contrôle. J'aurais voulu dire quelque chose de profond, quelque chose qui conclurait l'instant d'un salut et les laisserait sans voix. Mais je n'ai réussi qu'à dire doucement « Oui, c'est vrai ». Ma voix me semblait étrangère, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Jacqueline cligna des yeux, la bouche tremblante, mais aucun mot ne sortit. Victor émit un sifflement sourd, le genre qui disait qu'il m'avait sous-estimé et qu'il ne savait pas trop comment gérer cela. Le cerveau d'avocate de Clarissa s'est réveillé. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» a-t-elle demandé d'un ton sec. « Tu nous as laissé croire que tu étais en difficulté. » J'ai terminé à sa place. Je n'ai pas pu contenir ma voix. Peut-être parce qu'aucun d'entre vous ne l'avait jamais demandé. Le silence retomba, plus épais qu'avant, pesant sur la pièce comme une couverture lestée.
Je vis les rouages tourner dans la tête de Clarissa, la question qu'elle voulait poser, mais qu'elle ne parvenait pas à formuler. Les lèvres de Jacqueline se pincèrent, son regard passant de moi à l'écran du téléphone comme si elle essayait de relier des points qui refusaient de s'aligner. Victor s'éclaircit la gorge. « Alors, tu es sur la liste ?» demanda-t-il d'une voix forcée et décontractée, mais son regard le trahit. Il y avait du respect, à présent, à contre-cœur, mais réel comme Forbes. Le Forbes? J'acquiesçai une fois, lentement et délibérément. Le numéro 8, dis-je. Les mots avaient un goût doux et amer à la fois. Le visage de Belle avait changé, lui aussi. Elle me regarda comme si elle me voyait pour la première fois. Non pas le beau-frère qui se dérobait toujours aux conversations, mais quelqu'un qui avait construit quelque chose que personne d'autre n'avait même pris la peine de demander. « C'est incroyable », murmura-t-elle. Les lèvres de Clarissa étaient si serrées. Elles étaient blanches. Elle ouvrit la bouche comme si elle voulait argumenter, mais les mots lui manquèrent. Pour une fois, elle n'avait pas préparé de discours, pas de déclaration d'ouverture, juste un silence. Je le laissai flotter, le savourant. Cette fois, le silence n'était pas gênant. Il était le mien. La pièce semblait différente, comme si l'équilibre avait basculé et que le terrain avait penché en ma faveur. Je me suis redressé, me sentant plus grand que je ne l'avais été depuis des années. Ils avaient convoqué cette réunion pour me remettre sur pied, pour me faire honte. Mais la seule chose qui avait été brisée, c'était leur illusion sur qui j'étais, et c'était magnifique. Laissez-moi revenir en arrière une seconde, car l'histoire que tout le monde croit connaître n'est pas celle qui se joue réellement. Il y a 6 ans, j'ai remis ma lettre de démission dans un cabinet de conseil de taille moyenne, avec toute la cérémonie d'un pressing. Pas de grand discours, pas de feu d'artifice, juste un simple « j'arrête ». La plupart de mes collègues n'arrivaient pas à croire que j'abandonnerais mon salaire stable, mon assurance maladie, mon prestige. Ils disaient des choses comme « tu es courageux ». Mais en fait, ils voulaient dire que tu es fou. Clarissa ne dit rien au début. Elle m'adressa ce sourire poli et encourageant qu'elle réservait aux choses qu'elle jugeait indignes de son intérêt. Comme mes loisirs, les friperies ou ma famille dans l'Ohio. Je n'ai pas abandonné parce que je n'y arrivais pas. J'ai abandonné parce que chaque jour, assis dans ce box, je me sentais comme un spectateur de ma propre vie. J'étais tellement occupé à résoudre les problèmes des autres que je ne pouvais même pas me lancer. Alors, j'ai troqué le stress de l'entreprise contre un garage poussiéreux avec un sol en béton taché d'huile et un chauffage qui ronronnait comme une tondeuse à gazon en train de mourir. J'ai acheté un bureau d'occasion sur Craigslist et j'y ai posé mon ordinateur portable comme un drapeau sur une nouvelle frontière. Clarissa appelait ça bricoler comme si je faisais un puzzle le week-end. Jacqueline, Dieu bénisse ses commentaires incessants, appelait ça ma crise de la quarantaine, même si j'avais 28 ans et que ma ligne de cheveux était intacte. Victor n'a même pas pris la peine de l'étiqueter. Il a juste souri et m'a dit que je retrouverais un vrai travail dans les 6 mois. Ils n'ont pas vu les nuits blanches, les dîners froids sur le sol du garage, trop absorbés par le débogage pour me soucier de les réchauffer. Ils n'ont pas vu les postes TS collés au mur, ma pile de choses à faire et mes idées à moitié formées. Ils n'ont pas vu les journées de 12 heures, les anniversaires manqués, les voyages annulés. Ils n'ont rien vu de tout cela, car ils n'ont jamais regardé. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ce que j'avais construit dans ce garage, pièce par pièce, était un moteur de cybersécurité capable d'apprendre des menaces en temps réel et de s'adapter avant même que les pirates ne s'en rendent compte. Ils ignoraient qu'Action Nova, mon bébé du garage, venait d'être racheté par l'un des géants technologiques du Fortune 50 pour la somme faramineuse de 170 millions de dollars. L'encre était sèche. Le dépôt avait été effectué sur le compte, mais grâce à un accord de confidentialité strict, je n'ai pas pu en souffler mot avant ce matin. Ce matin, je m'étais réveillé à 6h45. Comme toujours, le téléphone vibrait, avec le désordre habituel, SMS indésirable, email marketing, la discussion de groupe de mes potes de fac, toujours en train de discuter de fantasy football. Mais soudain, j'ai vu l'email de Forbes. Juste une ligne, félicitations, tu es sur la liste. Je suis resté assis là un moment, les mots refusant de faire leur chemin. Puis j'ai cliqué sur le lien et j'ai vu mon visage, mon vrai visage, placardé sous le titre audacieux, Forbes 30 de moins de 30 ans. Les innovateurs qui révolutionnent la cybersécurité. Numéro 8, mon nom et mes lumières, mon entreprise à côté, et une citation de l'interview que j'avais donnée quelques semaines plus tôt, soigneusement rédigée pour paraître humble, tout en montrant au monde qui j'étais exactement.
Je l'avais fixé, le cœur battant, le chauffage du garage claquant derrière moi comme un vieil ami qui m'encourage. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable. Je n'ai pas envoyé de SMS à Clarissa. Je n'ai pas appelé ma mère. Je ne l'ai pas crié sur les toits. Je restais assise là, à me laisser envahir par cette sensation. La sensation d'être vue pour la première fois. Non pas parce que j'avais épousé la bonne personne ou que j'avais coché les bonnes cases, mais parce que j'avais construit quelque chose d'important. Et maintenant, debout dans le salon de Clarissa, sous un soleil trop intense et les yeux trop plissés, je les regardais assimiler la nouvelle. Leurs expressions étaient précieuses, comme s'ils venaient de tomber sur la dernière page d'un livre qu'ils croyaient écrire et réaliser que le héros n'était pas celui qu'ils attendaient. La voix de Clarissa, d'habitude si calme, si inébranlable, se brisa lorsqu'elle parla. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda-t-elle, comme si elle méritait une explication, comme si elle l'avait mérité. « Parce que, dis-je doucement, il n'était pas prêt, et toi non plus. » Le silence qui suivit fut un petit miracle. Jacqueline ouvrit la bouche, puis la referma. Même Victor, qui avait d'habitude une boutade pour tout, se renfonça dans son fauteuil comme s'il venait de recevoir un coup de poing dans le ventre. Belle, douce, silencieuse, Belle, assise sur la coudoir du canapé, feuilletait l'article sur son téléphone. Ses doigts tremblaient légèrement, mais son visage était différent des autres. Elle n'avait pas l'air choquée ni en colère. Elle avait l'air fière. C'était peut-être un vœu pieux. Mais elle avait toujours été celle qui observait depuis les marges, qui ne se joignait jamais à la pile de questions. Quand Clarissa avait décidé de décortiquer mes échecs au dîner, on l'avait même qualifié de perturbateur discret en cybersécurité. Elle lut à voix haute, d'une voix faible mais assurée, un perturbateur discret. Ce passage me fit sourire. Le cerveau d'avocate de Clarissa ne put s'empêcher de s'agiter. « Avez-vous une copie du contrat d'acquisition » demanda-t-elle comme s'il s'agissait d'une sorte de déposition. « Bien sûr » répondis-je. J'avais mémorisé chaque clause, chaque virgule, chaque ligne. « Et vous n'avez pas pensé à me le partager ?» Je la regardai dans les yeux. Est-ce que cela aurait eu de l'importance? Sa bouche se crispa, mais elle ne répondit pas. C'était tout ce dont j'avais besoin. Je voyais les fissures se former dans leur monde soigneusement construit. Celui où j'étais le retardataire, le raté, celui qui avait toujours besoin d'être réparé. J'avais si bien joué ce rôle qu'ils avaient oublié que j'étais plus que le mari qui oubliait d'aller chercher du lait ou le gars qui semblait toujours travailler sur quelque chose. Mais j'étais là, sur la liste des 30 moins de 30 ans de Forbes. Numéro 8, un perturbateur silencieux. Et leur silence, ce n'était pas de la déception. C'était de l'incrédulité. La meilleure. Le genre de phrase qui disait « on n'a rien vu venir ». Je n'ai rien dit de tout cela, cependant. Je suis juste resté là, les laissant lire, les laissant se demander comment j'avais réussi à construire quelque chose d'aussi grand dans un espace qu'ils n'avaient même pas pris la peine d'explorer. Parce qu'en vérité, j'avais toujours su que la liste viendrait. J'avais toujours su que j'y arriverais un jour. Mais je savais aussi que ce serait plus doux à cause de jours comme celui-ci, où ceux qui n'avaient jamais cru en moi devraient le voir noir sur blanc. Alors, je les ai laissés me regarder. Je les ai laissés poser des questions. Je les ai laissés mijoter. Parce que finalement, enfin, c'était mon moment. Le silence dans la pièce s'étira comme une corde tendue prête à rompre. La bouche de Jacqueline se contracta, son regard allant de ses filles à Victor, cherchant une encre dans une mer qu'elle ne s'était visiblement pas préparée à affronter. Elle cligna des yeux, un battement lent et délibéré, comme si elle venait de se réveiller d'un mauvais rêve. « C'est réel ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Une impertinence qui trahissait l'acier qu'elle gardait habituellement dans son ton. C'était la même question qui lui trottait probablement dans la tête depuis qu'elle avait lu le titre, depuis que la bulle de son univers, si soigneusement orchestrée par les prouesses juridiques de Clarissa et l'éclat commercial de Victor, avait été percée. Victor, jambes croisées, bras croisés sur la poitrine, laissa échapper un petit rire moqueur qui ne masquait pas tout à fait son malaise, serrant la mâchoire. « Ça doit être une erreur, dit-il, les yeux plissés comme s'il pouvait fermer les yeux sur la vérité affichée sur l'écran du téléphone de Belle. Je pouvais presque voir les calculs se dérouler derrière son regard. Comment le type qui bricolait dans un garage pendant que les autres ramassaient distinctions et primes avait-il atterri sur cette liste? Comment avais-je pu? Son beau-frère, l'homme qu'il balayait d'un revers de main à chaque dîner, avait trouvé le moyen de percer sans demander la permission. Clarissa resta immobile au début.
Elle avait bâti sa carrière sur le contrôle de la salle, sur la maîtrise du récit. Mais maintenant, elle se tourna lentement vers moi. Ses yeux étaient plus froids que je ne les avais jamais vus. « Tu as dit que ta plateforme n'était pas prête », commença-t-elle d'une voix saccadée et cassante. « Tu as dit que les investisseurs n'étaient pas intéressés. » Chaque mot était une accusation, un lent ruissellement d'incrédulité et de douleur qu'elle pensait probablement que je m'étais infligé. Mais elle n'avait pas tort. J'avais dit ces choses. Ou plutôt, je les avais laissé les penser. Je n'avais pas menti. Je les avais simplement laissés supposer. Je déplaçais mon poids, sentant la tache usée du tapis sous mes pieds, un rappel de chaque nuit où j'étais resté au même endroit, à justifier les longues heures, les dîners manqués, les retours tardifs. Je ne dis rien. Je répondis d'un ton égal, laissant chaque mot trouver sa place. Tu supposais. La pièce était chargée, électrique, comme si une tempête se préparait entre nous. Je voyais les fissures se former dans leur assurance suffisante. La façon dont les lèvres de Clarissa se pinçaient pour retenir son dos. Elle ne pouvait rien dire. La façon dont les mains de Jacqueline tremblaient légèrement en elle. Genoux. La façon dont le pied de Victor tapait sur le sol, comme s'il pouvait soumettre la vérité. Il ne m'avait jamais posé de questions, jamais vraiment demandé ce que je construisais, ce que je risquais, ce que cela me coûtait. Il n'avait jamais voulu me voir réussir. Il voulait seulement me mesurer à leurs propres critères de réussite. Et maintenant, debout dans le salon que j'avais payé, mais que je n'avais jamais vraiment possédé, je les regardais lutter pour me faire rentrer dans les cases qu'ils avaient si soigneusement étiquetées pour moi. Mari, sous-performant, bricoleur, raté. Mais plus aucune de ces étiquettes ne fonctionnait. Plus avec Forbes criant mon nom en lettres majuscules. Plus avec une centaine de messages de félicitations vibrant dans ma poche de la part de ceux qui avaient cru en moi depuis le début. Belle, toujours la plus discrète, rafraîchit la page de son téléphone, les sourcils froncés de concentration. Ils l'ont même qualifié de perturbateur silencieux en cybersécurité, murmura-t-elle, sa voix mêlant admiration et incrédulité qui me serra la poitrine. J'avais lu cette phrase une douzaine de fois depuis que l'article était en ligne. Et chaque fois, c'était comme une petite justification, un clin d'œil aux nuits passées seules dans ce garage froid. Les innombrables revers, les rejets, les doutes, un perturbateur silencieux. J'aime bien cette expression. Pourtant, ce passage me faisait sourire. Pas un sourire, mais un sourire intérieur discret, mérité, comme si le monde avait enfin vu ce que j'avais construit. Ce que personne dans cette pièce n'avait jamais pris la peine de comprendre. Le regard de Clarissa oscillait entre moi et l'écran. Son esprit d'avocate décortiquait sans doute chaque mot, chaque angle. « Alors, c'est ça ?» demanda-t-elle d'une voix trop calme pour être sincère. « C'est ça que tu as travaillé toutes ces années. » Elle le disait comme si elle n'arrivait pas à y croire, comme si c'était peut-être encore une farce élaborée que j'avais préparée pour l'humilier. Je laissai échapper un long soupir, raffermissant ma voix. « Oui, dis-je. C'est ça. C'est ça que j'ai construit. » Ces mots ressemblaient à un dévoilement, une conclusion. Révélation. Après des années à être enfermés dans leurs attentes, Victor se pencha en avant, les coudes sur les genoux, le regard perçant. « Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous ?» demanda-t-il d'un ton mêlé d'opportunisme et d'arrogance qui m'avait toujours valu. Nous, comme s'il y était pour quelque chose, comme si ma réussite était désormais un bien familial commun à exploiter pour nous, répétai-je, laissant les mots en suspens un instant. Ça veut dire que je ne suis pas celui que tu croyais. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Le silence était suffisamment puissant. J'ai vu une lueur de colère dans ses yeux. La façon dont sa mâchoire se serra. La main de Jacqueline se posa sur sa poitrine, ses doigts se crispèrent comme si elle cherchait à se stabiliser. « Mais pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» murmura-t-elle, sa voix s'accrochant à quelque chose qui ressemblait étrangement à du regret. On aurait pu aider, mais je l'ai vu là, clair comme le jour. Pas de l'aide, mais du contrôle, de l'influence. Une place à la table qu'ils avaient toujours considérée comme leur étant réservée par défaut. J'ai croisé son regard, sans broncher, car je n'avais pas besoin de ton aide, ai-je dit, les mots ayant un goût doux amer. J'avais besoin que tu crois en moi. Mais tu n'y as jamais cru. Le silence qui a suivi a semblé définitif, comme le marteau d'un juge invalidant une sentence. Le regard de Belle a croisé le mien, et j'y ai lu quelque chose de différent, de la compréhension, peut-être même une pointe de fierté.
Elle avait toujours observé de loin. La seule à ne pas avoir essayé de me modeler pour en faire quelqu'un de plus acceptable pour les conversations de dîner. L'île-t-on traité de perturbateur, a-t-elle répété, comme si le fait de le répéter le rendait plus réel. J'ai hoché la tête, un petit sourire aux lèvres. Oui, je suppose qu'ils l'ont fait. Et à cet instant, je me suis moqué de ce que Clarissa, Jacqueline ou Victor pensaient. Pour la première fois, j'ai ressenti le poids de chaque nuit tardive, de chaque doute, de chaque à un moment donné, je m'étais demandé si j'étais à la hauteur. Tout était là, dans ce salon, transparaissant à travers l'incrédulité sur leur visage. Parce que j'avais joué l'idiot pendant des années, le mari discret, le gendre aimable. Je les avais laissés croire qu'ils avaient gagné. Mais maintenant, je réalisais que j'avais joué un jeu différent depuis le début, et que j'avais gagné de la seule façon qui comptait. À mes conditions, la réaction de Clarissa fut la première à se manifester. Sa fureur se déguisa en calme, si fragile qu'elle aurait pu être de verre. Elle attendit que les autres se dispersent comme des pigeons au moindre coup de feu. Jacqueline marmonnant des plans pour le dîner. Victor trop pressé de disparaître et Belle se retirant dans sa chambre avec un regard calme et pensif vers moi. Puis Clarissa bondit, m'entraînant vers la cuisine d'une poigne qui me mordit le poignet. Ses yeux brûlaient d'une acuité qui pouvait couper un homme en deux. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit » demanda-t-elle d'une voix basse, mais vibrante de cette rage froide qu'elle exprimait habituellement. Réservée à ses adversaires les plus redoutables au tribunal. Elle ressemblait à une femme trahie, comme si le sol sous ses pieds s'était effondré, la laissant à bout de souffle. J'aurais voulu répondre tout de suite, mais je me suis retenu. Au lieu de cela, j'ai laissé sa question planer entre nous comme un défi. La cuisine sentait le café rassis et la lessive à la lavande. La lumière du plafond crépitait faiblement, éclairant le bord du plan de travail en granit que j'avais installé moi-même l'année où nous avions acheté cette maison, celle qu'elle avait tenu à conserver parce qu'elle recevait 2 hommes. « M'aurais-tu cru » ai-je finalement demandé. Ma voix était aussi ferme que possible. La question l'a surprise. Elle a cligné des yeux, momentanément déstabilisée. J'ai vu ses lèvres s'entr'ouvrir puis se refermer, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle n'avait pas préparé de réponse. « Tu ne m'en as même pas laissé l'occasion » a-t-elle rétorqué d'un ton changeant. Un moins de colère, maintenant, plus d'accusation. « Tu m'as laissé là, devant ma famille, l'air d'une idiote, comme si je ne connaissais pas mon propre mari. » La cuisine m'a soudain semblé trop petite, comme si les murs me pressaient. Je me suis appuyé contre le comptoir, les bras croisés sur la poitrine. « Tu ne connaissais pas ton propre mari » ai-je dit doucement. Je n'avais pas voulu la blesser ainsi, mais j'ai vu l'impact et la façon dont ses épaules se sont raidies, la façon dont ses yeux se sont fixés au sol comme si elle ne supportait pas de croiser les miens. Jacqueline m'a ensuite coincé, se glissant dans la cuisine avec la subtilité d'un vautour. Son parfum, une concoction florale griffue qu'elle portait depuis l'université, flottait dans l'air. « On aurait pu t'aider à grandir » a-t-elle dit d'un ton mi-inquisiteur, mi-autoritaire. Je connais les investisseurs. Je ne l'ai même pas laissé finir. J'ai déjà levé 30 millions, ai-je dit d'un ton neutre. Auprès de gens qui ont cru avant les gros titres. Elle a cligné des yeux, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson haletant. La délicate toile de l'influence qu'elle avait toujours essayé d'exercer sur moi s'est brisée à cet instant. 30 millions, plus qu'elle n'aurait jamais imaginé contrôler. Ses mains tremblaient légèrement, les mêmes qui m'avaient considéré comme une cause perdue pendant des années. Le texto de Victor est arrivé plus tard dans la soirée, bien après que je me sois installé dans le calme de mon bureau. La lueur de l'écran était la seule lumière de la pièce. Parlons. On pouvait y lire « J'ai quelques projets qui pourraient vous intéresser ». Je l'ai fixé un long moment, laissant l'audace de ce message pénétrer en moi. Il avait ignoré toutes les invitations d'anniversaire, tous les dîners de famille où j'avais été rejeté comme la moins performante. Et voilà qu'il avait soudain envie de collaborer. Bloqué. Le mot semblait définitif et nécessaire lorsque j'ai appuyé sur le bouton. Ce n'était pas la colère qui m'animait. C'était la clarté. Une forme de liberté que je n'avais pas ressentie depuis des années. C'était fascinant de voir à quelle vitesse leurs insultes se transformaient en intérêt. Leur rejet en désespoir. Comme s'ils avaient actionné un interrupteur, comme si ma valeur était née. À l'instant même où Forbes avait imprimé mon nom. Comme ils attendaient tous un signal du monde avant de décider que je valais quelque chose. Je n'étais pas amer. Du moins, pas comme j'aurais pu l'être des années auparavant.
J'avais trop appris durant ces longues nuits dans le garage. Trop de leçons dans ces moments de calme que personne d'autre n'avait remarqué. J'avais compris que l'amertume n'était qu'une chaîne qu'on portait autour de son cou. Et je l'avais coupée depuis longtemps. Pourtant, la voix de Clarissa me hantait encore. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Comme si la question elle-même était une arme qu'elle pouvait utiliser pour me faire taire. Je repensais aux fois où j'avais essayé d'expliquer, de partager, pour n'être accueilli que par des hochements de tête polis et des sourires absents. Comme elle l'avait toujours été. Trop occupée, trop distraite, trop sûre de son génie pour s'embarrasser des détails du mien. La maison semblait différente maintenant. Le silence n'était plus un refuge, mais un lieu de réflexion. Chaque recoin gardait le souvenir des années passées à jouer les petits rôles, à rester silencieuse au dîner, à acquiescer à leurs discussions sur les affaires judiciaires et les affaires commerciales. Je les laissais me traiter comme si j'étais inférieur, parce que c'était plus facile que de me battre. Mais maintenant, la vérité éclatait, et l'équilibre avait basculé. Clarissa essaya à nouveau le lendemain matin, sa voix plus douce, mais toujours teintée de cette nuance d'acier familière. « J'aimerais tellement que tu me laisses entrer, » dit-elle, debout sur le seuil de mon bureau, telle une silhouette. On aurait pu faire ça ensemble. Je ne levai pas les yeux de mon écran. Ensemble, je répétais le mot « étranger » et creux dans ma bouche. Quand avions-nous jamais fait quelque chose ensemble sans que je joue ton second rôle? Elle en eut le souffle coupé. Et pendant un instant, je faillis m'adoucir. Mais je me souvins alors de chaque fois que je l'avais vue qualifier mon travail de bricolage. Chaque fois qu'elle riait de mes nuits blanchées. Les appelait des passe-temps. Chaque fois qu'elle me présentait à ses collègues sur ce ton prudent qui disait « Il est en cours de développement ». Je ne suis pas fâché. Je dis « Enfin. J'en ai assez de jouer les petits ». Elle ne répondit pas, se retourna et s'éloigna. Seul le claquement de ses talons sur le parquet restait. Je restai là, à observer la porte longtemps après son départ. Un étrange mélange de chagrin et de soulagement mêlait chagrin pour les années passées à espérer qu'elle me voie. Soulagement de ne plus avoir besoin d'elle. Dehors, le monde continuait son cours. Des oiseaux chantaient depuis le chêne devant la maison. Le chien d'un voisin aboyait après un camion de livraison qui passait. Le soleil filtrait par la fenêtre, dorant les bords de mon bureau. Et je réalisais alors que, pour la première fois depuis longtemps, je n'attendais la permission de personne. Je ne cherchais pas la validation dans le regard de gens qui n'avaient jamais pris la peine de me voir. J'étais libre. Clarissa ne pouvait pas s'en passer, et je savais qu'elle ne le ferait pas. Elle avait bâti toute sa vie sur des questions, des disputes, sur la conviction qu'il y avait toujours un défaut à révéler. Elle avait transformé notre cuisine en salle d'audience ce matin-là. Après l'annonce de la nouvelle, j'étais debout sur l'îlot, en train de remuer la crème dans mon café lorsqu'elle est entrée comme si elle était la maîtresse des lieux, car dans son esprit, c'était le cas. Sa posture à elle seule était un défi, bras croisés, menton levé, regard froid, l'air scrutateur. Je l'avais vu faire ça à des témoins, je l'avais vu ruiner des carrières entières avec cette attitude. Mais cette fois, c'était moi qui étais visé. « Pourquoi as-tu gardé le secret ?» commença-t-elle, d'un ton mesuré, mais tranchant. Elle construisait son dossier, brique par brique, comme à chaque déposition. Elle aimait le contrôle, et à cet instant, j'ai compris qu'elle pensait pouvoir le reprendre, une question à la fois. J'ai posé ma tasse et j'ai croisé son regard, sentant quelque chose changer en moi. Parce qu'on ne demande jamais, ai-je répondu, calme et posé. Ce n'était pas tout à fait juste. Je savais qu'elle avait posé des questions, mais jamais celles qui comptaient. Elle m'avait demandé si j'avais pensé à acheter du lait, si j'avais appelé le paysagiste, si je pouvais confirmer ma présence au dernier gala de charité de Victor. Mais elle n'avait jamais rien demandé. Ce qui m'empêchait de dormir, ce dont je rêvais, ce pourquoi j'étais prête à tout risquer. Elle ne m'avait jamais demandé qui j'étais sous le mari qu'elle avait soigneusement conditionné pour sa vie. Sa mâchoire se serra. Ce n'est pas une réponse, rétorqua-t-elle d'un ton sec, l'avocate en elle prenant les choses en main. Elle voulait que je transpire, que je me tortille, que je cherche des excuses. Mais je ne l'ai pas fait. Pas cette fois. Je n'avais aucune raison. J'avais déjà mené les batailles les plus difficiles, seul dans ce garage, sous le poids de tous les doutes qu'elle et sa famille avaient accumulés sur moi. « Mais tu m'as fait passer pour une idiote », poursuivit-elle, la voix haussée tandis que son masque de sang-froid commençait à se fissurer. Ses joues rosirent, son regard vitreux mais toujours perçant.
Je me tenais là, devant tout le monde, à te défendre, à leur dire que tu travaillais dur, que tu avais juste besoin de temps. Non, l'interrompis-je doucement. Tu t'es fait passer pour quelqu'un qui ignorait complètement qui était son mari. Ces mots me blessèrent plus profondément que je ne l'aurais voulu. Je l'ai vu à la façon dont ses épaules se raidissaient, à la façon dont ses bras se refermaient contre sa poitrine. Ses yeux se détournèrent des miens, fixant le comptoir comme s'ils contenaient des réponses qu'elle ne trouvait pas. J'ai pris une inspiration et expiré lentement, sentant un calme m'envahir. J'avais toujours été celui qui comblait le fossé entre nous, qui trouvait les mots justes, qui adoucissait les aspérités de sa déception et de son ressentiment. Mais j'en avais assez de jouer les diplomates chez moi. Clarissa, ai-je dit d'une voix égale mais ferme. Je ne savais pas quelle version du succès tu voulais. Je me devais celle dont j'avais besoin. Elle ne répondit pas. Elle ne me regarda même pas. Elle resta plantée là, les bras autour d'elle, comme si elle essayait de se ressaisir. À cet instant, j'ai senti quelque chose en moi se dissiper. Un vieil espoir que peut-être, juste peut-être, elle comprendrait. Mais cet espoir s'est évanoui lorsque le silence s'est étendu entre nous comme un gouffre qu'aucun de nous deux n'était prêt à franchir. Nous avons dormi en silence cette nuit-là. Elle se recroquevilla sur le côté, face au mur, le dos rivé à une accusation silencieuse. J'étais allongé sur le dos, les yeux rivés au plafond, sentant le poids de la journée peser sur ma poitrine. La pièce était trop silencieuse, trop immobile, et dans l'obscurité, la vérité se déposait comme la poussière dans un vieux grenier. Je parcourus mon téléphone, épluchant un flot de messages de félicitations de créateurs de start-up, de capital risqueurs, d'anciens collègues qui m'avaient pris pour un amateur aux rêves chimériques. Même un de mes anciens professeurs m'avait contacté. Le professeur Klein, l'homme qui m'avait dit un jour que j'étais trop têtu pour abandonner et trop discret pour être remarqué. Son message était court, mais il contenait quelque chose d'inattendu, de la fierté. J'ai toujours su qu'il avait écrit, continue. Le monde a besoin de toi. J'ai souri, ressentant une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. C'était le genre de confirmation que j'avais passé des années à chercher dans le regard de Clarissa, pour finalement la trouver dans les mots de quelqu'un qui avait réellement prêté attention à ce que j'avais construit. Clarissa n'avait jamais dit « je suis fier ». Pas une seule fois. Pas pendant les années où j'avais passé mon temps à transformer Action Nova, d'un simple projet de garage en quelque chose digne de l'attention de Forbes. Elle avait dit bien d'autres choses, des critiques, des dédains, des choses qui avaient miné ma détermination. Mais, je suis fier, n'avait jamais franchi ses lèvres. Ce qu'elle avait dit, pourtant, au lendemain de cette longue nuit silencieuse, c'était ceci, tu m'as embarrassé. Ce n'était même pas une question. C'était un verdict rendu avec toute la fermeté d'un juge. Elle se tenait là, au bord de la cuisine, les cheveux tirés en arrière dans ce chignon serré et parfait qui la rendait toujours plus sévère qu'elle ne l'était déjà. Son regard croisa le mien, non pas avec la chaleur d'une partenaire, mais avec la froideur calculatrice d'une adversaire. « Tu m'as embarrassé », répéta-t-elle d'un ton neutre, mais chargé d'accusations. Devant ma famille, devant tout le monde. Une centaine de répliques me brûlèrent la langue. Des choses que je n'avais jamais dites, des choses que j'avais ravalées pendant des années, comme la fois où elle m'avait corrigé au dîner parce que j'avais mal prononcé un vin français, ou la façon dont elle avait fait des blagues à mes dépens devant ses collègues, toujours avec ce sourire doux et condescendant. Mais je les retins, non pas parce qu'elles ne méritaient pas d'être dites, mais parce qu'elles n'avaient plus d'importance. Je soutins son regard, ferme et inflexible. « Je ne t'ai pas embarrassé, dis-je doucement. Ton manque de foi t'a embarrassé. » Elle ne répondit pas. Elle ne protesta pas, ne plaida pas, ne demanda pas d'explication. Elle resta là, les lèvres pincées, le regard dur. Et dans ce silence, je sentis un changement, comme une porte qui se ferme ou un pont qui brûle. Pour la première fois, je n'étais pas celui qui se précipite pour réparer les choses, pour la faire se sentir mieux, pour maintenir la paix. J'étais juste moi, l'homme qui avait construit quelque chose qui mérite d'être remarqué, même si elle ne pouvait pas se résoudre à le célébrer. Je me suis détourné, j'ai ramassé mon café et je me suis dirigé vers le garage où les restes de mon premier prototype étaient toujours assis sur le workbench, un rappel où tout a commencé. Et cette fois, je n'ai pas regardé en arrière. Au cours des prochains jours, chaque mot, chaque look, chaque sourire soigneusement dissimulé me est revenu comme des fantômes dans les couloirs de mon esprit. Je pensais les avoir enterrés. Ces petites humiliations qui se sentaient inoffensives en ce moment,
les licenciements polis que j'avais absorbés comme une éponge parce que c'était plus facile que de se battre. Mais maintenant, avec la vérité et l'équilibre changeant, ils ont remonté à la surface, chacun exigeant une reconnaissance. Il y a eu ce temps que Clarissa avait ri quand j'ai mentionné le cryptage quantique au cours du dîner. Elle avait agité son verre à vin avec dédain, en disant « C'est votre petit projet pour animaux de compagnie, non ? Celui sur lequel vous travaillez lorsque vous n'êtes pas occupé à bricoler. » Elle l'avait dit avec cette joie force et brillante qu'elle réserva aux invités qui ne savaient pas mieux. Et tout le monde à la table avait ri, inclus Victor. Je me moquerais aussi de moi-même, à l'absurdité d'expliquer quelque chose que j'aimais aux gens qui s'en fichaient. J'avais porté le son de ce rire comme une pierre dans ma poitrine pendant des années. Ensuite, il y a eu le temps que Jacqueline avait visité le garage alors qu'il s'agissait d'une unité de stockage convertie avec un radiateur et des taches d'huile qui ne sont jamais tout à fait sorties du béton. Elle avait culminé dans ses talons de créateur qui coulaient dans le trottoir fissuré et se précipita le nez comme si elle était trébuchée sur une scène de crime. « Et c'est là que vous travaillez ?» demanda-t-elle, sa voix dégoulinant de condescendance. « C'est un début, je suppose. » Elle était partie avant que je puisse expliquer le prototype que je construisais, celui qui finirait par attirer les investisseurs même qu'elle prétendait maintenant qu'elle pourrait me présenter. Elle n'avait jamais demandé à le revoir. Et puis le dîner, celui que Clarissa avait organisé pour les nouveaux partenaires commerciaux de Victor. Le vin coulait, les bougies scintillaient et quelque part entre le tartre du saumon et le chocolat, Victor s'était penché en arrière sur sa chaise, tourbillonnant son verre de cabernet comme un roi. « Mais tout le monde n'est pas coupé pour la technologie, a-t-il dit, son sourire sournois et son auto-satisfait. Certains d'entre nous travaillent pour gagner leur vie. » La table avait rugi de rire, et Clarissa avait aussi ri, un rire serré et poli qui sonnait répété. J'étais assis là à regarder la nappe, le goût du ressentiment tranchant sur ma langue. Je laissais ces moments sournois parce que c'était plus facile parce que garder la paix était plus en sécurité que de se lever. Parce que Clarissa détestait le conflit à moins que ce ne soit dans une salle d'audience où elle a été payée pour gagner. Je me suis dit qu'être calme était stratégique, que les laisser me sous-estimeraient un jour. Et maintenant debout dans l'écho de leur silence stupéfait, j'ai réalisé que j'avais raison. Maintenant, soudain, ils voulaient des explications, voulaient des interviews, voulaient faire partie de l'histoire qu'ils n'avaient jamais pris la peine de demander auparavant. Clarissa a même demandé si j'avais besoin de conseils juridiques sur ma prochaine fusion. Elle était rentrée tard d'un dîner avec ses collègues, sa voix dégoulinant de renommée de la non-fusion alors qu'elle s'appuyait contre le comptoir de la cuisine. Vous savez, elle avait commencé à tourbillonner son vin. Je pourrais vous aider avec les documents juridiques si vous prévoyez de vous développer. Ces types d'offres peuvent devenir désordonnés si vous n'avez pas la bonne représentation. Elle l'avait dit comme un cadeau, comme je devrais être reconnaissant pour sa magnanimité. J'ai pris une longue gorgée de mon café, sentant la chaleur glisser dans ma gorge. Non, je vais bien, j'ai répondu, mon ton neutre. J'ai déjà une équipe juridique. J'ai vu le scintillement dans ses yeux, la fissure momentanée dans la façade. Lorsque je me suis embauché avec des options d'achat d'actions avec loyauté, le dernier mot a atterri comme un marteau. Loyauté. Ce qui s'était toujours senti conditionnel avec elle, comme l'amour avec un prix. Sa bouche se resserra, mais elle n'a pas appuyé. Elle hocha la tête une fois et se retira dans son bureau. Je ne l'ai pas suivi. Même Victor, qui n'avait jamais pris la peine de demander comment se déroulait mon travail, a envoyé un texte qui rit d'opportunisme. Les mecs, félicitations pour la pièce Forbes qu'il avait écrite comme s'il ne m'avait pas dit une fois que je perdais mon temps. Nous devrions rattraper. J'ai regardé l'écran. L'imaginant de m'investir un investissement immobilier à moitié cuit ou me demandant de parrainer son tournoi de golf. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas pris la peine de le bloquer cette fois. Il ne valait pas l'effort. Ce qui m'a le plus frappé, c'est à quelle vitesse ils avaient tous passé des critiques au courtier, comme un interrupteur avait été retourné. Un jour, j'étais le rêveur du garage, le mari qu'ils ont toléré parce qu'il est resté à l'écart. Le suivant, j'étais le titre, le billet pour les dîners, l'homme avec la fortune dont ils voulaient tous un morceau. Je m'attendais à la colère ou au moins à des excuses tardives, mais je n'en ai pas eu. Il suffit d'offres, de félicitations timides et de sourires opportunistes. Je me souvenais que chaque fois que j'essayais de partager quelque chose avec eux, une idée, une étape importante, une percée tardive, et j'ai regardé leurs yeux se glisser, le hochement poli, masquant l'impatience qu'ils ne pouvaient pas être dérangés de se cacher. Ils n'avaient jamais demandé ce qui m'avait conduit, ce qui m'a maintenu la nuit,
ce que je voulais changer dans le monde. Ils n'avaient jamais demandé que lorsque j'aurais un vrai travail ou si j'envisageais de revenir à la consultation, comme si j'avais échoué à certains tests qu'ils avaient écrits sans moi. Et maintenant je n'en avais pas besoin. J'avais une équipe. Une équipe que j'avais construite à partir de zéro. Des ingénieurs qui avaient cru en moi quand personne d'autre ne l'a fait. Designers qui avaient travaillé le week-end. Mentors qui avaient pris des appels à 2 heures du matin. Les gens qui n'avaient pas besoin d'être impressionnés, seulement inspirés. Des gens qui étaient restés parce qu'ils croyaient en la vision, pas parce qu'ils voulaient se prélasser dans la lueur de mon succès. Je me suis assis dans le calme de mon bureau ce soir-là, le bourdonnement de mon ordinateur remplissant l'espace comme un drone réconfortant. Ma boîte de réception était un champ de bataille de félicitations et d'offres et d'invitations que je n'avais aucun intérêt à accepter. Je les ai parcourus l'un après les autres et j'ai senti un soulèvement de poids parce que pour la première fois je ne poursuivais pas la validation. Je n'espérais pas que quelqu'un me verrait enfin. J'ai déjà été vu par des gens qui comptaient. Clarissa poussa la tête, les yeux doux mais hésitants. « Voulez-vous en parler ?» demanda-t-elle, son ton inconnu, incertain, presque tendre. Je l'ai regardé, étudiant son visage pendant un long moment. J'ai pensé à chaque fois que j'avais besoin de cette question d'elle, et ça n'était jamais venu. J'ai pensé à toutes les nuits qu'elle était allée se coucher tôt, me laissant seule dans le garage, me disant de ne pas rester trop tard avec ce projet. « Non, dis-je doucement. Je vais bien, hocha-t-elle lentement, un pli se formant entre ses sourcils, mais elle n'a pas poussé. Elle ferma doucement la porte, me laissant seule avec le bourdonnement bas de mon écran et le tampon régulier de mon propre cœur. Dans le calme, j'ai pensé à l'homme que je deviendrais. Un homme qui n'avait plus besoin de s'expliquer. Un homme qui avait appris que la meilleure vengeance n'était pas de la colère. C'était le succès. Succès silencieux, imparable et indéniable. Et dans ce silence, j'ai trouvé quelque chose que je ne savais pas que je cherchais. Paix. Belle avait toujours été la calme. L'observateur au bord des rassemblements de famille, celui qui a regardé et écouté tandis que les autres, Clarissa, Jacqueline, Victor, ont rempli chaque centimètre de la pièce de son bruit. Elle était le genre de personne que vous négligeriez lors d'un dîner jusqu'à ce que vous réalisiez qu'elle écoutait tout le temps et vous connaissez probablement mieux que vous ne le connaissiez. Quand elle m'a appelé ce matin-là, sa voix sur la ligne était hésitante, enfilée avec une incertitude qui a fait resserrer ma poitrine. « Où pouvons-nous nous rencontrer ?» demanda-t-elle comme si je pouvais la refuser. Je pouvais entendre le son d'un café en arrière-plan, des tasses qui ont fait une conversation tranquille, le sifflement du lait à la vapeur, et je l'ai imaginé là-bas, un téléphone pressé vers son oreille, à la recherche d'un moment de vérité dans un monde qui ne lui avait jamais vraiment donné un. Bien sûr, dis-je, me penchant en arrière sur ma chaise, regardant l'écran de l'ordinateur portable qui brillait encore de mes sans réponse et de félicitations que je n'avais pas eu le temps de traiter. Vous ? Bloodbeer Café, a-t-elle dit. Tu sais, celui sur Hamilton. J'ai souri malgré moi. Ouais, je te verrai là-bas. L'endroit était familier, un petit café d'angle qui sentait la cannelle et l'honnêteté. Les fenêtres étaient STRE avec la lumière du matin, et la barista se déplaçait comme elle avait tout le temps du monde. J'ai repéré Belle à une table près de la fenêtre, ses cheveux attachés, des doigts enroulés autour d'une tasse en céramique ébréchée comme si c'était la dernière chose chaude au monde. Elle leva les yeux quand je suis entré, et son visage s'est brisé dans un sourire, petit, incertain, mais authentique. Et dit-elle en m'asseyant en face d'elle. Et, j'ai répondu, essayant de faire correspondre son ton, même si j'ai ressenti une centaine de thés différents. Elle a pris une gorgée de sa boisson, puis l'a posée et a tracé un doigt le long du bord. J'avais juste besoin de dire quelque chose, et je ne pensais pas que je pouvais le faire à la maison. J'ai hoché la tête, laissant le silence remplir l'espace entre nous. J'avais appris qu'avec Belle, le silence comptait toujours plus que le bruit. Je savais que tu n'étais pas seulement en difficulté, dit-elle, la voix basse mais stable. Je t'ai vu travailler tard. J'ai vu les cahiers, le code sur vos écrans, la façon dont vous perdriez le temps. Je me demandais toujours pourquoi personne d'autre ne l'avait vu. J'ai avalé fort, mentant une bosse dans ma gorge que je ne m'attendais pas. Je me suis demandé cela aussi, j'ai admis, mais j'ai cessé d'espérer il y a longtemps. Elle a alors rencontré mes yeux, et j'ai vu quelque chose là-bas, quelque chose que je n'avais jamais vu dans le regard de Clarissa ou les Jacqueline ou Victor. C'était une compréhension. C'était une fierté. C'était la croyance. J'ai toujours espéré que vous leur prouverez le contraire, dit-elle,
sa voix tremblant juste un peu, parce que je savais que vous le feriez. Je savais que tu construisais quelque chose, même si je ne le comprenais pas. Et je suis désolé de ne rien dire plus tôt. Je laissai échapper une souffle tremblante, le poids de ces mots s'enfonçant profondément. Tu ne me dois pas d'excuses, dis-je. Et je suis dedans. Vous êtes le seul à m'avoir vu du tout. Elle sourit alors, un petit sourire triste qui la faisait paraître plus âgée et plus jeune qu'elle. Je suppose que c'est le professeur en moi, a-t-elle dit avec un rire doux. Toujours en regardant, toujours en espérant. Nous nous sommes assis dans ce café pendant ce qui ressemblait à des heures, en parlant de choses qui n'avaient rien à voir avec de l'argent ou des titres. Elle m'a parlé de ses élèves, la façon dont certains lui ont rappelé, la façon dont ils ont essayé si fort pour m'intégrer dans les moisissures qui ne leur ont jamais fait. Je lui ai parlé des premiers jours. Écouter, vraiment écouter, d'une manière que personne d'autre ne l'a fait. Vous démolir. Et parfois, il était difficile de faire la différence. Clarissa m'avait toujours fait sentir que j'avais besoin que son approbation soit entière. Jacqueline m'avait fait sentir que j'étais un projet qu'elle n'avait jamais tout à fait terminé. Victor m'avait fait sentir que je participe à une course pour laquelle je ne m'étais pas inscrite. Mais Belle m'a juste fait sentir que j'allais assez. Nous avons parlé un peu plus d'eux. Tant de tout et rien jusqu'à ce que le soleil se déplace dans le ciel et que le café commence à se remplir de la foule du déjeuner. Elle se tenait alors, ses doigts s'attardant sur mon épaule en disant au revoir. « Je suis fière de toi, dit-elle, sa voix forte et bien sûre. J'espère que vous le savez. Je le fais maintenant, dis-je, et je le pensais. Je l'ai regardée s'éloigner, ses épaules au carré, la tête haute. Elle avait l'air plus légère que je ne l'avais jamais vue. Comme si elle avait perdu un fardeau qu'elle portait depuis trop longtemps. Alors que j'étais assis là à terminer le dernier de mon café, j'ai pensé à ce qu'elle avait dit, à ne pas les laisser me retirer, à ne pas laisser ils me font petit. J'ai alors réalisé qu'elle m'avait donné quelque chose que je n'avais même pas su que j'avais besoin. Permission de posséder mon propre succès, de se tenir dans la lumière et de le laisser briller. J'ai quitté le café avec un sentiment de clarté que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le monde à l'extérieur était différent, plus brillant, plus net, plus réel. Je pouvais encore entendre la voix de Clarissa dans ma tête, toutes ces années de licenciement subtil et d'amour conditionnel. Mais les mots de Belle étaient plus forts maintenant, un battement de tambour constant dans ma poitrine. Vous méritez cela. Et pour la première fois, je l'ai cru. Je suis retourné à ma voiture, le soleil chaud sur mon visage. Et je savais que quoi que ce soit ensuite, quelles que soient les conversations, quelles que soient les confrontations, je y affronterais la tête haute. Parce que je n'étais pas seulement le mari qui avait fait une liste. J'étais l'homme qui avait construit quelque chose à partir de rien. L'homme qui avait gagné sa place dans le monde, non pas en jouant leur jeu, mais en construisant le mien. Et personne, pas Clarissa, pas Jacqueline, pas Victor, ne pourrait jamais prendre moi. Alors que je m'éloignais, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et j'ai vu le café se rétrécir derrière moi. Mais je savais que la conversation que j'avais eue là-bas avec Belle resterait avec moi. Un rappel que parfois les gens qui vous voient le mieux sont ceux qui n'ont jamais essayé de vous changer. J'ai repris le contrôle de ma propre histoire de la même manière que je l'avais construite. Souvent, délibérément, sans demander la permission. Cette nuit-là après la conversation avec Belle, je me suis assis à mon bureau avec un verre de scotch et mon ordinateur portable ouvert, la lueur de l'écran peignant la pièce dans une lumière bleue fraîche. La maison était toujours Clarissa dans son bureau, rédigeant probablement une stratégie juridique ou une aventure à un collègue. Le silence était épais, mais il ne ressemblait pas à une accusation cette fois. C'était comme une possibilité. L'article de Forbes m'avait étiqueté un perturbateur silencieux. J'avais lu cette phrase une douzaine de fois, le roulant dans mon esprit comme une pierre dans une rivière. Ce n'était pas une insulte. C'était une reconnaissance que le monde m'avait finalement vu. Pas pour le personnage que je étais forcé de porter, mais pour la personne que j'avais toujours été, un perturbateur, un constructeur, un homme qui n'a pas attendu la permission pour faire bouger les choses. Et maintenant, j'ai réalisé que je ne voulais pas simplement être considéré comme un nom sur une liste. Je voulais définir ce qui est venu ensuite sur mes conditions. J'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à rédiger une déclaration à Forbes. Pas une correction. Il n'y avait rien à corriger, mais un suivi, une déclaration que l'histoire qu'ils avaient commencé à raconter sur moi n'était que le début. Je ne voulais pas être défini uniquement par ma valeur nette ou l'acquisition qui avait fait la une des journaux.
Je voulais être connu pour ce que j'allais en faire. J'ai écrit sur Silence et Signal Venture. L'accélérateur que j'arrondais en marge de mes cahiers depuis des mois, bien avant l'acquisition. Je l'avais déjà assis avec 25 millions de dollars de mon propre argent, mis de côté tranquillement dans un compte qu'ils avaient tous ignoré car cela ne correspondait pas au récit du mari en difficulté. Il allait financer la technologie appartenant à une minorité, les startups, les fondateurs de première fois qui avaient été négligés par le même genre de personnes qui m'avaient une fois négligé. J'ai écrit pourquoi cela comptait pour moi. À propos des nuits que je passerais dans ce garage pour être vu. Se battre pour être entendu. J'ai écrit sur les mentors qui m'avaient tenté une chance. À propos des ingénieurs qui m'étaient collés quand personne d'autre ne croyait. J'ai écrit sur la construction d'un pont pour les gens qui avaient été informés qu'ils n'appartenaient pas. Pendant que je tapais, j'ai senti le poids que je transportais commencer à soulever, remplacé par un sens de l'objectif qui semblait plus grand que n'importe quel titre. Parce que ce n'était plus seulement les prouver le contraire. Il s'agissait de me prouver que je pouvais être le genre de leader que j'avais toujours voulu voir dans le monde. Quand j'ai fini, je l'ai lu plus de 3 fois. Chaque mot se sentait gagné. Chaque phrase ressemblait à une brique dans le fondement de quelque chose de réel. J'avais péché. Le lendemain matin, la déclaration a été mise en ligne. Forbes a mis à jour l'article avec ma nouvelle vision, ma nouvelle mission. Venture silencieuse et signaux, un nom qui ressemblait à une promesse et à un défi. J'ai vu les messages inondés. Les investisseurs qui voulaient parler, fondateurs qui voulaient une chance, d'anciens collègues qui se souviennent soudainement de mon numéro. Clarissa était déjà éveillée, son téléphone bourdonnant de notifications qu'elle ne pouvait pas ignorer. Elle parcourra l'article, son front saillant, ses lèvres pressées. « Pourquoi tu n'as pas couru ça par moi ?» demanda-t-elle, sa voix nette et cassante. Je l'ai regardée, en sentant un calme que je ne connaissais pas que je possédais. « Parce que tu n'as jamais demandé ce qui m'intéressait, dis-je. » La vérité a atterri comme une pierre jetée dans un étang encore, ondulant vers l'extérieur. Sa bouche s'ouvrit, puis se ferma. Elle n'avait pas l'habitude de ne pas avoir le dernier mot, mais je ne jouais plus selon ses règles. Je me suis retourné et je me suis dirigé vers la cuisine, l'odeur du café frais me mise à la terre dans le présent. Chaque étape ressemblait à un pas de l'homme que je faisais semblant être et plus proche de l'homme que je me suis battu pour devenir. Plus tard dans la journée, Clarissa a essayé à nouveau, debout dans l'embrasure de la porte de mon bureau, les bras croisés, les yeux méfiants. « Tu sais, » elle a commencé, sa voix prudente. « Je suis toujours ta femme. » J'ai tourné dans ma chaise, rencontrant son regard. « Le respect est plus fort que les vœux, » ai-je dit. Les mots sont sortis plus doucement. Que ce à quoi je m'attendais, mais ils se sont sentis finaux, comme une ligne tracée dans le sable. Elle cligna des yeux, ses lèvres se séparant comme pour discuter, mais les mots ne sont jamais venus. Elle se tourna et partit, le clic de ses talons sur le sol ressemblant à un écho de chaque conversation que nous n'avions jamais terminée. Cette nuit-là, je me suis assis seul dans mon bureau, la maison calme à l'exception du bourdonnement lointain du réfrigérateur. J'ai ouvert les messages des fondateurs qui avaient déjà tendu la main. Les noms que je n'avais jamais entendus auparavant, mais des histoires qui semblaient familières. Des histoires d'être négligés, d'être racontés, d'attendre leur tour, d'être trop différents ou trop nouveaux pour être pris au sérieux. J'ai répondu à chacun personnellement. Pas parce que je devais le faire, mais parce que je le voulais. Parce que je savais ce que c'était que d'envoyer cet email dans le vide et d'espérer que quelqu'un, n'importe qui, vous verrait. Un message a attiré mon attention. Une jeune femme, une codeur d'une petite ville du Kansas, écrivant sur une plateforme qu'elle avait construite en laquelle personne n'avait cru. Ses paroles étaient brutes et honnêtes et pleines d'une sorte de détermination que je reconnaissais instantanément. Elle a mis fin à son message, « J'ai juste besoin d'une personne pour croire en moi. » J'ai pensé à la première fois que j'avais lancé Action Nova, comment j'étais assis dans le bureau de cet investisseur avec des palmiers en sueur et un pont de diapositives que j'avais resté debout toute la nuit à perfectionner, espérant un seul signe de tête d'approbation. J'ai frappé la réponse. « Je te vois. » J'ai écrit, « Dites-moi plus. » Les mots ressemblaient à une promesse, non seulement pour elle, mais pour chaque fondateur qui s'était jamais assis là où j'avais été. Parce que je savais que parfois le plus grand risque n'était pas dans le bâtiment. C'était dans la demande. Et je voulais être la personne qui a répondu. En fermant mon ordinateur portable, j'ai pensé à l'homme que j'avais été il y a 6 ans, à l'homme dans le garage avec le sol taché d'huile, et le monde lui disant qu'il ne le ferait jamais.
J'ai pensé à combien de fois j'avais regardé à Clarissa de l'autre côté de la table du dîner et s'est demandé si je lui ferais un jour suffisant. Mais maintenant, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de sa validation. Je n'avais besoin d'eux pour me dire qui j'étais. J'avais récupéré le récit. Et pour la première fois, j'avais l'impression de vivre ma propre histoire, pas une écrite par les attentes de quelqu'un d'autre. Je me suis tenu et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, en regardant par-dessus la ville qui s'était autrefois ressemblée à une cage et se sentait maintenant comme une toile. L'horizon brillait avec 1000 points de lumière. Chacun rappelle que même dans les endroits les plus sombres, il y avait toujours une chance de briller. Venture de silence et de signal. Le nom persistait dans mon esprit, une promesse à chaque rêveur qui s'était jamais senti petit. Et je savais au fond de mes os que ce n'était que le début. Lorsque CNBC a appelé, je les ai presque refusés. J'avais déjà donné assez de moi aux gros titres, la pièce Forbes, la déclaration de suivi, le flot de questions des gens qui voulaient soudainement un morceau de l'homme qu'ils avaient ignoré. Mais il y avait quelque chose dans la voix des producteurs, un respect silencieux que je n'avais ressenti à aucun des autres. C'est peut-être pourquoi j'ai accepté. C'est peut-être parce que j'ai appris que parfois la seule façon de récupérer votre récit était de le dire vous-même. Les lumières du studio étaient brillantes et chaudes, le pinceau de maquilleur chatouillant ma joue alors qu'elle tamponnait le dernier de mon doute. Clarissa était assise dans la pièce verte, les bras pliés, les yeux fixés sur son téléphone. Elle n'avait pas beaucoup parlé sur le trajet, mais je pouvais sentir la tension rayonner d'elle comme une seconde peau. Ce n'était pas le plan qu'elle avait écrit pour nous, et elle ne savait pas comment gérer l'histoire que j'écrivais selon mes propres termes. L'intervieweur, une femme nommée Mélanie, a souri en me présentant. « Votre histoire inspire beaucoup de gens, dit-elle, sa voix chaude. Mais ça fait aussi des vagues. Comment vous sentez-vous d'être celui qui a prouvé que tout le monde a tort ?» Je me suis assis un peu plus droit, des doigts lacés ensemble, l'ancien instinct pour détourner la montée dans ma poitrine. Mais je l'ai forcé. Je me suis promis de ne pas laisser ce moment être volé par l'humilité qui n'était pas réelle. Parfois, le silence n'est pas une faiblesse, dis-je. C'est la stratégie. Laissez-les vous sous-estimer, puis laissez les résultats vous présenter. Les sourcils de Mélanie se levèrent légèrement, un sourire jouant au coin de ses lèvres. Et les gens qui doutaient de vous, de votre famille, de vos amis, que leur diseriez-vous maintenant ? Je m'arrêtai, sentant le poids de la question s'installer dans l'espace entre nous. Le visage de Clarissa m'a flashé. Chaque fois qu'elle m'avait corrigé au dîner, chaque fois qu'elle eut un sourire narquois quand j'ai mentionné une percée qui n'était pas son genre de succès. J'ai pensé au ton condescendant de Jacqueline, le sourire dédaigneux de Victor. Et puis j'ai pensé à la foi tranquille de Belle, comme elle avait dit, j'ai toujours espéré que vous leur prouverez le contraire. J'ai regardé directement dans la caméra. Je dirais que je suis reconnaissant, répondis-je, ma voix stable, parce que chaque doute, chaque licenciement, chaque fois que quelqu'un me disait que je ne faisais pas, ça m'a fait travailler plus dur. Cela m'a rendu plus net, et cela m'a rappelé que la seule validation qui compte est celle que vous vous donnez. Mélanie hocha la tête, ses yeux brillant avec quelque chose qui ressemblait à une compréhension. « Et qu'est-ce qui vous arrive maintenant » demanda-t-elle doucement. Et aux gens qui ne croyaient pas en vous, j'ai pensé à Clarissa dans la salle verte, à la façon dont ses yeux avaient scintillé chaque fois que j'avais dit ma vérité ces derniers jours. Je ne suis pas sûr, j'ai admis, mais pour une fois, ce sera selon mes conditions. Les mots ressemblaient à une porte fermée, mais pas avec colère. En paix, parce que j'avais passé trop d'années à vivre dans le calendrier de quelqu'un d'autre, à s'intégrer dans l'histoire de quelqu'un d'autre, et maintenant je revenais enfin le stylo. Après l'entretien, je suis entré dans le couloir, la chaleur des lumières s'accrochant toujours à ma peau. Clarissa était là, ses bras enroulés autour d'elle comme si elle essayait de maintenir les morceaux ensemble. Elle m'a regardé comme si elle voulait poser 1000 questions, mais tout ce qui est sorti était « Alors, qu'est-ce qui nous arrive maintenant ?» Je l'ai rencontrée regarder, ne voyant pas la femme que j'avais épousée, mais la femme qui a essayé si fort de me transformer en quelqu'un que je n'étais pas. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti l'envie de rétrécir, de s'associer, de réparer ce qui n'était pas le mien à réparer. Je ne suis pas sûr, j'ai dit honnêtement, mais je le sais. Quoi qu'il arrive, ce sera parce que je l'ai choisi. Ses yeux se ramollissaient juste une seconde, mais le masque de l'avocat se remettait en place. Elle hocha la tête, se détournant. Je l'ai regardé marcher dans le couloir, talon en cliquant comme une dernière marque de ponctuation sur une histoire qui n'était plus la mienne. Et à ce moment-là, debout là dans le bourdonnement du studio,
je me sentais plus léger que je ne l'avais fait depuis des années. Une semaine plus tard, je me tenais à la fenêtre du sol au plafond de l'Action Nova Pentouse. La ville s'étendant en dessous de moi comme une carte vivante de chaque pas qu'il avait fallu pour arriver ici. L'horizon scintillait d'opportunités, chacun illustre un rappel des chemins que j'avais choisis, ceux auxquels personne n'avait cru sauf moi. Belle a maintenant dirigé des communications pour Venture de Silence et de Signal. Elle avait démissionné de son emploi d'enseignant avec une condamnation silencieuse qui m'a laissé fière et protectrice. Elle avait dit « Je veux vous aider à raconter les histoires qui comptent, celles que le monde oublie, et je savais qu'il n'y avait personne de mieux pour le faire. » Elle comprenait le silence et la force qu'il transportait, tout comme moi. Jacqueline ne m'avait toujours pas parlé. La dernière fois que je l'avais vue, c'était au dîner en famille, elle s'était arrangée des semaines plus tôt avant que tout ne change. Elle avait plané autour de la table comme un monarque, en s'assurant que chaque détail était parfait, chaque plat exactement comme elle le voulait. Je me sentais comme une invitée dans ma propre histoire ce soir-là, un personnage d'arrière-plan dans la performance qu'elle a organisée. Mais maintenant je n'avais pas besoin de son approbation. Maintenant, j'étais l'homme qu'ils avaient sous-estimé, celui qu'ils ont essayé de replier leur plan. Victor, toujours l'opportuniste, essayait de présenter aux mêmes investisseurs qui m'ont une fois soutenu. J'avais entendu à travers la vigne que ces projets n'obtenaient pas beaucoup de traction. C'était peut-être parce qu'il n'avait jamais rien construit lui-même. C'était peut-être parce qu'il pouvait voir à travers la confiance empruntée et l'ambition d'occasion. Quoi qu'il en soit, cela n'avait plus d'importance. Je n'avais pas besoin de rivaliser avec lui. J'avais déjà gagné. Et Clarissa, elle avait déposé une demande de séparation. Les papiers sont venus dans une enveloppe de manille, soignée et froide et finale. Elle avait écrit « J'ai besoin d'espace pour tout réévaluer ». Comme si je ne lui laissais aucun autre choix. Mais la vérité était que je lui ai donné toutes les chances de me voir, vraiment me voir. Et elle avait choisi de ne pas. Donc, je l'ai laissée partir comme je lâche la version de moi-même qui avait besoin d'elle pour terminer l'image. Prenez tout l'espace dont vous avez besoin, j'avais dit, et je l'avais voulu parce que finalement, après toute la moquerie, le doute, les regards latéraux à chaque rassemblement de la famille, je pouvais m'entendre penser. Et ce que j'ai entendu, c'était la voix d'un homme qui a construit quelque chose à partir de rien. Pas pour applaudir, non pas pour se venger, mais parce qu'il croyait qu'il le pouvait. Je me suis détourné de la fenêtre et a traversé le plan d'étage ouvert. Les échos de mes pas, une bande sonore à un avenir que j'avais choisi. Silence and Signal Venture était plus qu'une entreprise. C'était une mission. C'était tous les soirs dans le garage. Chaque licenciement que j'avais enduré. Chaque instant de doute s'est transformé en carburant. C'était une promesse aux gens comme moi, des perturbateurs silencieux, des visionnaires négligés, que leurs histoires comptaient, que leurs voix étaient des signaux, pas du bruit. Alors que le soleil plongeait derrière la ville, peignant le vert dans des tons d'orange et de rose, je savais que ce n'était que le début.